Votre vie est le reflet de vos pensées. Si vous changez votre façon de penser, vous changez votre vie. À un moment ou à un autre, 85% d'entre nous luttent contre une faible estime de soi, nourrie par un dialogue intérieur négatif. C'est un chiffre suffisamment frappant pour nous faire marquer une pause et nous demander: que se passe-t-il réellement dans nos esprits? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet aussi exigeant que transformateur. Comment anéantir la pensée négative? Il ne s'agit pas simplement de faire taire cette voix critique intérieure. Il s'agit de nous donner les moyens de vivre des vies plus riches et plus épanouissantes. Dans le monde du stoïcisme, nous découvrons une vérité profonde. Nos pensées ne sont pas de simples murmures dans l'esprit. Elles sont les voix puissantes qui dictent notre bonheur et notre souffrance. La sagesse stoïcienne nous enseigne que si le monde ne se plie pas à notre volonté, notre perception de ce monde, elle, dépend entièrement de nous. Les stoïciens n'étaient pas seulement des philosophes de l'Antiquité. Ils étaient les guerriers ultimes de l'esprit, luttant avec calme et rationalité contre la tyrannie des pensées et des émotions incontrôlées. Aujourd'hui, je suis ici pour vous guider. Nous allons comprendre l'impact de ces pensées négatives et explorer des stratégies stoïciennes pratiques pour les combattre. Nous apprendrons à maîtriser le pouvoir de notre esprit pour construire une vie non plus enchaînée par la négativité, mais propulsée par les vertus de la sagesse, du courage, de la justice et de la tempérance. Si le scepticisme vous gagne, je vous encourage à rester avec moi. Ce voyage pourrait remettre en question certaines de vos croyances les plus profondes, mais il ouvrira également la porte à un nouvel horizon de croissance personnelle. Avant de commencer, je vous invite à partager ce message avec ceux qui, comme vous, sont engagés dans leur propre quête de développement personnel et d'exploration philosophique. Et si vous appréciez les idées que nous explorons ici et souhaitez soutenir notre voyage dans le stoïcisme, je vous demanderai une simple faveur, entièrement gratuite. Cliquez sur le bouton « S'abonner ». Commençons. La pensée négative n'est pas qu'un désagrément occasionnel ou une mauvaise humeur passagère. C'est un mal insidieux qui peut affecter de manière spectaculaire chaque facette de notre existence. De la façon dont nous nous sentons au réveil jusqu'aux choix que nous faisons pour notre santé, notre carrière et nos relations, ces pensées peuvent être paralysantes. Au fond, c'est un schéma mental qui nous pousse à anticiper le pire, à sapir nos propres efforts et à nous croire moins capables ou méritants que nous ne le sommes réellement. Pourquoi tombons-nous dans ce piège? Les philosophes stoïciens croyaient que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais plutôt l'interprétation que nous en faisons. Épictète l'a dit avec une clarté saisissante. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Cette perspective est au cœur de notre problème. Ce n'est pas la réalité qui nous contraint, mais la lorgnette à travers laquelle nous la regardons. L'exploration de la psyché par Carl Jung offre un éclairage supplémentaire. Il a reconnu qu'une grande partie de notre pensée négative provient des recoins les moins conscients de notre esprit. Jung a écrit: « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » En exposant ces croyances et préjugés inconscients à la lumière de la conscience, nous pouvons commencer à leur ôter leur emprise sur nous. Pensez un instant à l'impact que cela a sur notre vie quotidienne. Face à un défi, la pensée négative peut nous donner l'impression d'avoir déjà perdu avant même d'avoir commencé. C'est comme être dans une barque et ramer de toutes ses forces, sans réaliser que l'ancre est toujours au fond. Peu importe l'effort, vous n'irez nulle part. Le stoïcisme nous apprend à examiner nos pensées de manière critique et logique. Marc Aurèle, dans ses Pensées, nous incite à scruter nos pensées et à rejeter celles qui sont irrationnelles ou inutiles.
Ce type d'introspection nous permet de nous détacher des schémas de pensée nuisibles et de reprendre le contrôle de notre paysage mental. Ne sous-estimons pas non plus l'influence de notre contexte social et culturel. Dans un monde saturé de messages nous disant que nous ne sommes jamais assez, pas assez brillants, pas assez riches, pas assez intelligents, il est facile de voir comment les pensées négatives s'infiltrent. Ces messages trouvent souvent un terrain fertile dans l'esprit, y faisant germer les mauvaises herbes du doute et de l'insécurité qui étouffent notre potentiel. Mais le stoïcisme nous arme des outils nécessaires pour arracher ces mauvaises herbes et cultiver un jardin de pensée plus constructive. Cette approche stoïcienne ne vise pas seulement à survivre, elle vise à prospérer. En maîtrisant nos pensées, nous maîtrisons nos perceptions et, finalement, nos vies. Gardons à l'esprit que chaque pensée que nous choisissons d'entretenir et chaque pensée que nous décidons de défier est un pas vers la vie que nous désirons vraiment vivre. Comprendre les origines de la pensée négative est essentiel pour la combattre efficacement. Il ne s'agit pas seulement d'identifier de mauvaises habitudes, mais de déterrer les racines profondes qui façonnent nos perceptions. Les pensées négatives proviennent souvent de sources diverses: notre éducation, les pressions sociales, les échecs passés, et parfois les remarques en apparence insignifiantes de notre entourage. Chacun de ces éléments peut planter des graines de doute, de peur et de limitation, qui peuvent devenir un état de négativité persistant. Dès notre plus jeune âge, beaucoup d'entre nous sont exposés à des environnements qui ne favorisent pas une saine estime de soi. Aristote a un jour fait remarquer que nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Si nous appliquons cette pensée à l'esprit, nous voyons que des pensées négatives répétées peuvent devenir une habitude de nous percevoir, nous et nos capacités, sous un jour diminué. Nos propres expériences d'échec et de rejet peuvent renforcer ces scénarios négatifs, se transformant en une prophétie auto-réalisatrice. L'idée de Platon selon laquelle nous pouvons changer notre réalité en changeant notre esprit est ici profondément pertinente. En examinant et en contestant nos interprétations des événements, nous pouvons commencer à démanteler les fondations de nos pensées négatives. La peur joue également un rôle essentiel. Mécanisme de protection naturelle, elle dégénère souvent en inquiétude ou anxiété excessive, éclipsant notre jugement rationnel. Le stoïcisme offre un outil contre cela: la préméditation des mots, qui consiste à visualiser le pire scénario pour en diminuer l'impact émotionnel. Carl Jung suggérait que beaucoup de nos pensées négatives sont enracinées dans des croyances inconscientes formées dans nos premières années. Rendre ces croyances conscientes peut leur ôter leur pouvoir et nous permettre de reprendre le contrôle. De plus, les pressions sociales et culturelles sont incontournables. Nous vivons dans une société qui met souvent l'accent sur la rareté et la compétition, établissant des standards exceptionnellement élevés qui peuvent sembler inatteignables. Le stoïcisme nous apprend à rediriger notre attention de la validation externe vers les vertus internes, nous encourageant à mesurer le succès par notre croissance personnelle plutôt que par comparaison aux autres. Les racines de la pensée négative sont variées et complexes. Cependant, en nous appuyant sur la sagesse de la philosophie et de la psychologie, nous pouvons commencer à comprendre et à dénouer ces schémas. Cette compréhension profonde nous permet de reconstruire notre cadre mental d'une manière plus positive et résiliente. Quand nous parlons de renouveler notre esprit, nous ne suggérons pas une simple tentative passagère de penser plus positivement. Nous prônons une transformation profonde et durable de notre dialogue intérieur. Il s'agit de cultiver un état d'esprit qui nous permet non seulement de survivre, mais de prospérer. Les philosophes stoïciens offrent des conseils intemporels sur la manière d'y parvenir.
L'un des principes centraux du stoïcisme est que nos émotions sont le résultat de nos jugements et que nous avons le pouvoir de changer ces jugements. Marc Aurèle a noté: Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. Ce renouvellement commence par la prise de contrôle de nos pensées. Aristote apporte également une perspective précieuse. Se connaître soi-même est le commencement de toute sagesse. Ce voyage introspectif implique de plonger profondément dans nos schémas de pensée pour identifier ceux qui nous servent et ceux qui nous sabotent. Devenir plus conscient de nos pensées nous permet de défier les plus négatives. De plus, les idées de Carl Jung complètent magnifiquement cette sagesse stoïcienne. Jung affirmait que ce à quoi l'on résiste non seulement persiste, mais prend de l'ampleur. Au lieu de résister aux pensées négatives, le stoïcisme nous apprend à les reconnaître, à analyser leur origine et à évaluer leur véracité. Cette méthode empêche ces pensées de s'envenimer dans l'ombre de notre inconscient. Renouveler l'esprit exige également de s'engager dans des activités qui nourrissent la positivité et la croissance. Lire des textes philosophiques, contempler l'art qui nous inspire, ou simplement passer du temps à méditer. L'insistance de Socrate sur l'importance de vivre une vie examinée joue ici un rôle crucial. En examinant continuellement nos croyances, nous engageons un processus de renouveau mental qui garde notre esprit agile. Platon, lui aussi, soulignait l'importance de s'aligner avec les formes, les versions idéales de la justice, de la beauté et du bien. De la même manière, renouveler notre esprit peut être vu comme un effort pour aligner nos pensées avec la version la plus vertueuse et la plus forte de nous-mêmes. Pour mettre tout cela en pratique, nous pouvons commencer chaque journée par une simple affirmation ou une réflexion stoïcienne qui donne le ton. Ces pratiques quotidiennes sont les pierres angulaires d'un esprit renouvelé. Entourez-vous de positivité. Ce principe implique de choisir consciemment notre environnement, les gens, les lieux, les médias, qui soutient et améliore notre bien-être mental et émotionnel. Comme le conseillait Sénèque, fréquentez les gens susceptibles de vous améliorer. Ce conseil nous encourage à être sélectifs quant à nos fréquentations et à cultiver des relations qui nous inspirent. Aristote a également évoqué l'importance de la compagnie que nous gardons. Il a classé les amitiés en 3 types: celle de l'utile, du plaisir et du bien. La forme la plus élevée et la plus précieuse, l'amitié du bien, est basée sur le respect mutuel et l'admiration des vertus de l'autre. Ce sont ces relations qui nous encouragent à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. L'allégorie de la caverne de Platon nous enseigne l'impact de notre environnement sur notre perception de la réalité. Ceux qui vivaient dans la caverne croyaient que les ombres projetées sur les murs étaient la réalité. Lorsqu'un d'eux s'échappe et voit le monde extérieur, il réalise les limites de sa compréhension. Cette métaphore illustre magnifiquement comment élargir notre entourage à des influences positives peut profondément changer notre perspective. Les idées de Carl Jung sur l'inconscient collectif trouvent également un écho ici. Selon Jung, notre psyché est influencée par des souvenirs et des idées partagées. En choisissant des environnements positifs, nous pouvons influencer les archétypes qui dominent nos récits personnels, passant de ceux qui soulignent la peur à ceux qui incarnent la force. Concrètement, s'entourer de positivité signifie s'engager dans des contenus et des activités qui renforcent nos objectifs. Cela signifie participer à des communautés où les discussions sont constructives. Cela exige d'être vigilant quant aux médias que nous consommons. Cela signifie aussi créer un environnement chez soi et au travail qui reflète les valeurs que nous admirons. Comme l'écrivait Sénèque, accrochez-vous à vos enthousiasmes de jeunesse. Vous saurez mieux les utiliser quand vous serez plus âgé. En nous entourant de positivité,
nous cultivons des enthousiasmes qui s'alignent avec notre meilleure nature, créant un effet d'entraînement positif pour nous-mêmes et pour les autres. Dans notre quête pour surmonter la pensée négative, les stoïciens nous rappellent que la compréhension et l'intention seules ne suffisent pas. L'action est essentielle. Comme Épictète le dit si succinctement, « Dites-vous d'abord ce que vous voudriez être, puis faites ce que vous avez à faire. » Nos idéaux doivent se manifester par nos actes, pas seulement par nos pensées. Agir au sens stoïcien signifie s'engager dans des comportements et des pratiques qui renforcent nos idéaux philosophiques. En incarnant les vertus de sagesse, de justice, de courage et de modération dans nos actions, nous défions les pensées négatives qui prétendent que nous sommes incapables ou indignes. Aristote souligne également l'importance de l'action dans sa doctrine du juste milieu, où la vertu est le résultat de la pratique habituelle. Pour Aristote, nous devenons justes en accomplissant des actions justes, courageux en accomplissant des actes de bravoure. L'action n'est pas seulement une démonstration de la vertu, elle est le moyen même par lequel la vertu est cultivée. Platon, à travers sa théorie des formes, nous enseigne que connaître le bien, c'est faire le bien. La vraie connaissance, une fois atteinte, se traduit nécessairement par une action juste. En alignant nos actions sur notre compréhension stoïcienne de la vertu, nous nous élevons tout entier. Le concept d'individuation de Carl Jung met également en lumière la nécessité de l'action. Pour Jung, l'intégration psychologique ne se produit pas seulement dans la contemplation, mais à travers des rencontres avec le monde qui nous obligent à grandir. Il soutenait que vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. Par conséquent, l'action stoïcienne implique de vivre de manière proactive les vertus qui définissent le stoïcisme. Qu'il s'agisse de choisir de parler avec gentillesse dans une situation difficile, de faire face à une peur de longue date ou de pardonner, chaque action est un pas pour devenir la personne que nous aspirons à être. De plus, agir de manière stoïcienne signifie accueillir les défis de la vie comme des opportunités de croissance. Chaque épreuve est un appel à l'action, une chance de faire preuve de résilience et de patience. En termes pratiques, cela peut être aussi simple que de se fixer des objectifs quotidiens qui reflètent nos valeurs, de s'engager dans un service communautaire ou de maintenir des disciplines comme la tenue d'un journal. Chacune de ces actions non seulement contre la pensée négative, mais construit également un soi plus fort et plus vertueux. La philosophie stoïcienne souligne que nos actions ne sont pas les seules à refléter nos vertus. Notre parole le fait aussi. Le pouvoir des mots pour façonner notre réalité ne peut être surestimé. Épictète conseillait: apprenez d'abord le sens de ce que vous dites, et ensuite parlez. Cette idée souligne le pouvoir inhérent des mots pour influencer nos pensées et nos émotions. Les stoïciens comprenaient que les mots pouvaient construire ou détruire la citadelle intérieure de notre esprit. Marc Aurèle, dans ses écrits personnels, réfléchissait souvent à la manière de communiquer avec efficacité et vérité, soulignant que nos paroles devaient être assaisonnées des vertus que nous cultivons, telles que l'honnêteté, la retenue et la gentillesse. Aristote contribue également à cette conversation avec son concept d'éthos, de pathos et de logos. Il soutenait que la crédibilité, la connexion émotionnelle et l'argument logique sont des composantes cruciales d'une communication efficace. Pour Aristote, la manière dont nous parlons et les mots que nous choisissons ne font pas que transmettre des informations. Ils persuadent et façonnent le monde qui nous entoure. Les dialogues de Platon montrent également une profonde appréciation pour la précision et l'impact des mots. Ces dialogues socratiques illustrent comment Socrate utilisait les questions et le dialogue pour défier les préjugés et révéler des vérités plus profondes. Platon nous montre que, par un dialogue prudent et réfléchi,
nous pouvons guider les autres vers une plus grande compréhension. D'un point de vue psychologique, les théories de Carl Jung sur la psyché résonnent avec l'accent mis par les stoïciens sur une parole consciente. Jung a beaucoup écrit sur le pouvoir de l'inconscient et sur la façon dont le langage peut à la fois refléter et façonner les impulsions inconscientes qui animent notre comportement. Il croyait qu'en amenant ces impulsions à la conscience par le dialogue et la réflexion, nous pouvons mieux intégrer nos composantes psychologiques, menant à une plus grande plénitude et santé. Le pouvoir des mots s'étend bien au-delà de nos interactions. Dans nos dialogues intérieurs, les mots que nous employons pour nous parler à nous-mêmes peuvent influencer de manière significative notre perception de soi et notre état émotionnel. L'autocritique négative, une expérience humaine si commune, peut être particulièrement destructrice, menant à une baisse de motivation et à un sentiment d'impuissance. Inversement, un discours intérieur positif, ancré dans les vertus stoïciennes, peut nous renforcer et nous élever. La pratique des affirmations positives, souvent recommandée dans les thérapies cognitives et comportementales modernes, s'aligne parfaitement avec les exercices stoïciens. Ces affirmations ne visent pas à se leurrer avec des déclarations irréalistes, mais à renforcer la force et la résilience qui découlent d'une compréhension stoïcienne du contrôle et de la vertu. En affirmant notre capacité à gérer nos réactions et notre engagement à vivre selon nos valeurs, nous fortifions notre détermination stoïcienne. Ainsi, le pouvoir des mots dans le stoïcisme n'est pas simplement théorique, il est profondément pratique. Il englobe nos dialogues avec les autres, nos monologues intérieurs, et même la manière dont nous interagissons avec la culture au sens large. Chaque mot que nous choisissons a un poids. Il construit ou détruit, éclaire ou obscurcit, guérit ou blesse. Alors que nous continuons de cultiver les vertus stoïciennes, soyons toujours conscients du pouvoir transformateur de nos mots pour nous façonner, influencer les autres et créer un monde plus en accord avec la raison, la vertu et la sagesse. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui dans ce voyage profond au cœur de la philosophie stoïcienne. Souvenez-vous, les mots que nous choisissons et les actions que nous posons forgent le chemin vers une vie vécue avec vertu et dessein. Tandis que vous continuez à naviguer dans les complexités de la vie, laissez la sagesse du stoïcisme guider votre voie, transformant chaque défi en une opportunité de croissance. Chaque être humain, aussi stable qu'il puisse paraître en surface, porte en lui une tempête. Une tempête de pensées, de doutes, de peurs et de conversations inachevées qui ne franchissent jamais les portes de l'esprit. Vous pourriez être entouré de gens, souriants, travaillant, faisant tout ce qu'il faut, et pourtant sentir que vous tenez à peine le coup à l'intérieur. Et ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que le monde ne vous a jamais appris à protéger votre esprit. Nous avons appris à poursuivre des objectifs, à travailler plus dur, à survivre, mais pas à être immobile, pas à lâcher prise, pas à penser clairement quand tout autour de nous semble urgent, bruyant et exigeant. Et si la clarté que vous cherchez n'était pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur, mais quelque chose que l'on découvre à l'intérieur? Et si la paix n'était pas l'absence de problème, mais la présence d'une juste perspective? Les stoïciens croyaient que le véritable pouvoir vient de la maîtrise de soi, en particulier de l'esprit, que nos pensées, si elles ne sont pas contrôlées, deviennent des chaînes. Mais si nous les comprenons, elles deviennent des outils. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que nous allons faire. Désencombrer, calmer le bruit, et vous aider à vous concentrer enfin, non seulement sur ce qui compte, mais sur ce qui vous libère. Si vous êtes sur le chemin de la clarté mentale, de la force intérieure et que vous aspirez à devenir quelqu'un d'inébranlable face au chaos de la vie, considérez ceci comme une invitation à vous abonner à votre propre épanouissement, car l'esprit que vous cultivez devient la vie que vous vivez. La plupart des gens traversent la vie en croyant que chaque pensée qu'ils ont est vraie, que si elle apparaît dans leur esprit,
Elle doit signifier quelque chose de profond, d'important, de réel. Mais la vérité, c'est que votre esprit n'est pas un tribunal et vos pensées ne sont pas des preuves. Elles ne sont que du bruit, des fragments, des échos de votre passé, de vos peurs, de vos expériences. Elles vous ressemblent parce qu'elles vous accompagnent depuis si longtemps. Elles utilisent votre voix parce qu'elles se sont familiarisées avec vos schémas, mais ce n'est pas parce qu'une pensée se présente dans votre langage qu'elle exprime votre vérité. Vous n'êtes pas la pensée. Vous êtes celui qui écoute, l'observateur. Et une fois que vous réalisez cela, même pour une seconde, quelque chose de puissant se produit. Vous cessez d'être tiré de tous côtés par chaque tempête mentale passagère. Vous cessez de réagir à chaque peur comme si c'était une prophétie. Vous commencez à voir l'espace entre le stimulus et la réponse. Et dans cet espace vit quelque chose d'incroyable. Le choix. Vous pouvez choisir de ne pas suivre les anciens scénarios qui n'apportent que de la douleur. Vous pouvez choisir de faire une pause avant de sombrer dans une spirale. Vous pouvez choisir de ne pas intérioriser le rejet de quelqu'un d'autre comme étant votre identité. Cela peut sembler simple, mais c'est là que le vrai changement commence. Car sans cet espace, sans cette conscience tranquille, vous êtes piégé dans une boucle, réagissant au lieu de répondre, survivant au lieu de vivre. Lorsque vous ne confondez plus vos pensées avec vous-même, tout le champ de bataille mentale se transforme. Vous commencez à observer au lieu d'absorber, et cette observation baisse le volume du bruit qui a dirigé votre vie. Certaines personnes passent des années à essayer de se réparer, alors que la seule chose brisée était la croyance que leurs pensées étaient des faits. Je ne suis pas assez bien. Ils ne se soucient pas de moi. Je serai toujours comme ça. Ce ne sont pas des vérités. Ce sont des phrases que votre esprit a répétées si souvent qu'elles ont commencé à ressembler à des vérités. Mais les sentiments ne sont pas des faits, et les pensées ne sont pas des identités. Vous n'êtes pas l'anxiété qui surgit dans une foule. Vous n'êtes pas le souvenir qui vous hante quand vous êtes seul. Vous n'êtes pas la peur qui murmure lorsque vous êtes sur le point d'essayer quelque chose de nouveau. Vous êtes celui qui remarque tout cela, et en le remarquant, vous avez le pouvoir de vous détacher, de prendre du recul, de respirer. Carl Jung a dit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Cette seule idée peut changer une vie, car elle vous rappelle que vous n'êtes pas défini par votre passé, pas entièrement façonné par vos traumatismes, pas destiné à porter la même douleur pour toujours. Les pensées qui émergent de ces blessures n'ont pas à devenir le scénario de votre vie. Elles peuvent flotter, entrer et sortir, comme des nuages qui passent dans le ciel de votre conscience si vous les laissez faire. Mais pour cela, vous devez cesser de les pourchasser, de discuter avec elles, de les craindre. Vous devez apprendre à les regarder calmement, patiemment, sans jugement. Car ce n'est que lorsque vous voyez clairement vos pensées que vous pouvez y répondre avec sagesse. Il ne s'agit pas de contrôler l'esprit comme une machine. Il s'agit de l'observer comme un jardin. Certaines mauvaises herbes poussent d'elles-mêmes, des schémas que vous n'avez pas demandés, des croyances que vous n'avez pas choisies. Mais une fois que vous les voyez, vous pouvez décider si elles ont leur place. Et peu à peu, vous commencez à faire de la place pour quelque chose de plus intentionnel. La clarté n'est pas l'absence de pensée. C'est la reconnaissance que toutes les pensées ne méritent pas votre temps. La paix n'est pas le silence de l'esprit. C'est la discipline de ne pas nourrir chaque impulsion passagère. Et cette discipline grandit avec la conscience. Au début, le bruit criera plus fort lorsque vous cesserez de lui répondre. C'est normal. C'est le sevrage d'habitudes mentales qui ont dominé votre monde intérieur pendant des années. Mais avec le temps, le silence revient. Pas un silence vide, mais un silence plein de vous,
le vrai vous. Le vous qui n'est pas défini par chaque humeur, chaque souci passager, chaque doute de soi. Le vous qui demeure lorsque la tempête est passée. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais même un seul instant de cet espace, même une seule seconde à voir une pensée sans être consumée par elle, est une victoire. C'est une fissure dans le mur, un endroit où la lumière entre. Et plus vous créez cet espace, moins vous vivez en pilote automatique. Vous commencez à vous surprendre. Vous commencez à prendre des décisions conscientes au lieu de réagir émotionnellement. Vous commencez à vivre votre vie et non plus simplement à survivre à vos pensées. Et ce changement est essentiel, car la clarté ne vient pas en pensant plus. Elle vient en pensant moins et en remarquant plus. Elle vient en créant un espace entre qui vous êtes et ce que votre esprit dit que vous êtes. Cet espace, cette séparation, c'est là que réside votre pouvoir. C'est là que votre concentration revient. C'est là que votre énergie cesse d'être drainée par des scénarios hypothétiques et commence à être dirigée vers la personne que vous devenez. C'est alors que la vie commence à sembler plus légère, non pas parce que les pensées ont disparu, mais parce qu'elles ne vous possèdent plus. Alors, la prochaine fois que votre esprit vous propose une histoire qui semble douloureuse, faites une pause. Respirez. Demandez-vous, est-ce que ce que je suis, ou est-ce que juste quelque chose que j'ai entendu si souvent que j'ai commencé à y croire? Et puis, décidez si cela mérite votre énergie. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. La plupart du temps, c'est juste du bruit. Et maintenant, vous apprenez à l'entendre sans le devenir. C'est ainsi que la clarté commence, non pas en effaçant l'esprit, mais en s'élevant au-dessus du bruit. La prise de conscience ne commence pas par un grand éveil. Elle commence tranquillement, souvent au moment où vous vous surprenez à penser la même vieille pensée que vous avez eue 1000 fois auparavant. Mais cette fois, vous la remarquez. Vous ne réagissez pas. Vous ne la suivez pas dans sa spirale habituelle. Vous vous arrêtez simplement et observez, presque comme si vous regardiez la vie de quelqu'un d'autre se dérouler sur l'écran de votre esprit. Et dans ce changement subtil, quelque chose d'incroyable se produit. Vous cessez d'être un participant au bruit pour en devenir le témoin. Cet espace entre penser et observer est l'endroit où naît la conscience. Non pas comme une percée bruyante, mais comme un déploiement doux. Et plus vous pratiquez cela, plus vous vous asseyez simplement avec votre esprit, au lieu d'essayer de le réparer, de le combattre ou de le fuir, plus vous commencez à le voir pour ce qu'il est. Non pas un monstre à craindre, mais un messager à comprendre. Au début, les pensées viennent toujours, les doutes, les peurs, les souvenirs. Mais elles vous frappent différemment. Elles ne vous renversent plus comme avant, parce que vous n'êtes plus à l'intérieur d'elles. Vous êtes à côté d'elles, observant, apprenant, remarquant le moment, les déclencheurs, le ton. Vous commencez à voir que certaines pensées n'apparaissent que lorsque vous êtes fatigué. D'autres ne vous rendent visite que lorsque vous êtes seul ou incertain. Certaines appartiennent à de vieilles histoires que vous n'avez jamais choisies, mais que vous portez quand même. Et soudain, vous réalisez que ce n'est pas aléatoire. Ce sont des schémas, des boucles, des scénarios qui tournent depuis si longtemps qu'ils sont devenus un bruit de fond. Et maintenant que vous les voyez clairement, ils commencent à perdre leur emprise. Ce qui semblait autrefois être une vérité commence à ressembler à une répétition. La pensée qui vous dit toujours que vous n'êtes pas assez bien ne frappe plus comme un fait. Elle sonne comme un écho. Et comme tous les échos, elle ne survit que si vous continuez à crier dans la même grotte. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de continuer à répondre. La conscience, c'est réaliser que vous n'avez pas à décrocher chaque appel mental qui sonne dans votre tête. Vous pouvez le laisser sonner. Vous pouvez le laisser passer. Et ce faisant,
vous affaiblissez la chaîne qui vous maintenait en place. Pourtant, la conscience ne vous demande pas de combattre vos pensées. C'est là que beaucoup de gens se retrouvent bloqués, pensant que le but est de faire taire l'esprit ou d'effacer complètement la pensée. Mais l'esprit ne fonctionne pas comme ça. Il ne s'agit pas d'élimination, il s'agit d'illumination. Ce que vous mettez en lumière n'a plus le même pouvoir sur vous, car lorsque vous observez quelque chose clairement, sans fuir, sans juger, vous changez votre relation avec cette chose. Et ce changement est le début de la liberté. Quand vous êtes inconscient, ces réalités imaginées semblent urgentes et réelles. Votre corps se tend. Votre souffle se raccourcit. Vous réagissez. Mais quand vous êtes conscient, vous interrompez le cycle. Vous sentez la tension et vous en retracez l'origine. Vous remettez en question sa provenance. Vous réalisez que la pensée dans laquelle vous êtes coincé aujourd'hui n'est qu'une cousine de la pensée que vous aviez hier et la veille. Et une fois que vous voyez le schéma, vous n'êtes plus à l'intérieur. Vous vous tenez au-dessus. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de réaliser que vous n'avez pas à croire chaque pensée qui traverse votre esprit. Ce n'est pas parce que quelque chose vous semble familier que c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'une voix à l'intérieur de vous dit que vous ne guérissez pas assez vite, ou que vous n'en faites pas assez, ou que vous n'êtes pas assez, qu'elle a raison. Parfois, c'est juste le bruit d'un ancien chapitre qui n'a pas sa place dans le nouveau. Et plus vous observez sans réagir, plus vous commencez à séparer clairement ce qui se passe réellement de ce que votre esprit projette. Cela demande de la pratique, cependant. Vous ne réussirez pas à chaque fois. Certaines pensées vous attireront encore. Certains souvenirs vous saisiront encore à la gorge. Mais même dans ces moments, vous pouvez prendre du recul après coup et vous demander « Que se passe-t-il vraiment là ?» Cette seule question, posée doucement sans jugement, est la conscience, et avec suffisamment de ces questions, les nœuds emmêlés dans votre esprit commencent à se desserrer. Vous commencez à reconnaître les scénarios. Tiens, voilà encore cette peur de l'échec. Voilà la partie de moi qui déteste le silence. C'est la voix qui apparaît toujours quand je me sens abandonné. Et lentement, avec présence et patience, vous enseignez à votre esprit une nouvelle réponse. L'immobilité. Non pas celle qui est forcée, non pas celle qui est figée, mais l'immobilité qui vient du fait de voir clairement, de ne pas être entraîné par chaque impulsion mentale. Épictète nous a rappelé « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Et cette réaction, cet espace entre la pensée et la réponse, c'est ce que la conscience vous donne. Elle n'efface pas la douleur. Elle ne promet pas une paix parfaite, mais elle vous donne le pouvoir de choisir votre prochain mouvement. Et avec le temps, ces choix s'additionnent. Ils deviennent un chemin, une voie à suivre, une sortie du brouillard mental qui semblait autrefois sans fin. Alors, si vous vous sentez perdu dans votre propre tête, si vos pensées vous semblent trop nombreuses, trop rapides, trop bruyantes, commencez ici. Non pas par le contrôle, non pas par la résistance, mais par l'attention. Contentez-vous d'observer, de remarquer. Laissez votre conscience faire le travail que l'effort n'a jamais pu accomplir. Car l'esprit commence à se calmer non pas quand on le force, mais quand on le comprend enfin. Certaines pensées ne crient pas. Elles murmurent. Elles siègent tranquillement au fond de votre esprit, intouchées, innommées, mais toujours présentes. Vous les sentez dans votre poitrine avant de les reconnaître dans votre tête. Vous les sentez quand vous êtes seul, quand c'est trop calme, quand quelque chose de petit déclenche quelque chose de grand. Ces pensées ne persistent pas parce qu'elles sont trop puissantes pour être surmontées. Elles persistent parce qu'elles n'ont jamais été mises en lumière, jamais écrites,
jamais prononcées à voix haute. Elles deviennent lourdes non pas parce qu'elles se multiplient, mais parce que nous les portons en silence. Ce n'est pas toujours ce que nous disons qui nous pèse. Parfois, c'est tout ce que nous n'avons pas dit. Et avec le temps, ce silence devient sa propre prison. Nous pensons souvent qu'ignorer une pensée la fera disparaître. Mais les pensées refoulées ne s'évanouissent pas. Elles s'enracinent plus profondément. Elles se manifestent dans notre tension, dans notre épuisement, dans la façon dont nous réagissons de manière excessive à des choses qui ne devraient pas avoir d'importance. Vous vous dites que vous êtes juste fatigué, ou sensible, ou dépassé. Mais sous la surface, quelque chose de non dit demande à être entendu. Et plus longtemps on l'ignore, plus il devient lourd. Il pourrait s'agir d'un deuil que vous n'avez jamais traité, d'une colère que vous n'avez jamais admise, ou d'une peur qui n'a jamais été nommée. Vous le portez comme un secret, mais votre corps se souvient. Votre système nerveux le retient. Votre concentration se disperse parce qu'une partie de votre énergie est toujours occupée à maintenir cette porte fermée. La vérité, c'est que la clarté ne consiste pas seulement à penser positivement. Elle consiste à être honnête, vraiment honnête, d'abord avec soi-même. Il y a quelque chose de transformateur dans le fait de mettre des mots sur le non-dit. Cela n'a pas besoin d'être spectaculaire. Vous n'avez pas besoin de le dire au monde entier. Mais même le murmurer à vous-même dans le noir, dans votre journal, dans la voiture quand personne n'est là, peut commencer à desserrer l'emprise. Le nommer est la façon dont vous commencez à le récupérer. Vous n'êtes pas défini par ce que vous avez enterré. Vous êtes défini par votre volonté de l'affronter. Il est étrange de voir à quel point nous craignons souvent notre propre vérité plus que le jugement des autres. Nous gardons des parties de nous-mêmes cachées, même de nous-mêmes, comme si ne pas dire quelque chose le rendait moins réel. Mais le silence ne vous protège pas. Il ne fait que retarder la guérison. Et la guérison ne vient pas en évitant la tempête. Elle vient en la traversant les yeux ouverts. Les stoïciens ne fuyaient pas l'inconfort. Ils y entraient avec clarté et courage. Marc Aurèle a écrit un jour: « Si c'est supportable, alors supporte-le. Cesse de te plaindre. » Mais il ne s'agit pas de répression. Il s'agit de confrontation. Il s'agit de réaliser que ce que vous refusez d'affronter possède une partie de vous, et vous méritez d'être entier. Parfois, la chose la plus curative que vous puissiez faire n'est pas de réparer la pensée, mais de la laisser parler, de lui donner l'espace de respirer. Écrivez-la, même si les mots n'ont pas de sens. Laissez la phrase être désordonnée. Laissez le sentiment être incomplet. L'acte d'écrire est plus qu'une expression, c'est une excavation. Vous creusez sous la surface et découvrez ce qui a tranquillement tiré vos ficelles, ce qui a façonné vos humeurs, vos réactions, votre distance par rapport aux autres. Et une fois que c'est sorti de vous, même un tout petit peu, il y a de nouveau de la place pour respirer. D'autres fois, la libération vient par la conversation. Une seule phrase partagée avec quelqu'un en qui vous avez confiance peut briser des années de tension intérieure. Non pas parce qu'il le répare pour vous, mais parce que le dire à voix haute prouve que cela n'a plus besoin de se cacher. Il y a un poids qui se lève lorsque vous entendez votre propre voix dire ce que votre cœur a retenu. Cela n'a pas besoin d'être éloquent. Cela n'a pas besoin d'être un discours. Il faut juste que ce soit vrai. Au moment où votre vérité devient audible, elle perd son pouvoir de vous blesser en silence. Mais même si vous n'êtes pas prêt à en parler, vous pouvez toujours y faire face. Même une respiration profonde et honnête où vous admettez ce que vous ressentez sans en faire toute une histoire, est un pas. Parfois, le corps peut libérer ce que l'esprit retient encore. Le deuil, la colère, la culpabilité, ce ne sont pas seulement des concepts mentaux. Ils vivent dans le souffle, dans les épaules, dans le ventre.
Et plus vous leur laissez l'espace de monter et de passer, plus vous vous sentez léger. Non pas parce qu'ils ont disparu, mais parce que vous n'êtes plus seul avec eux. Vous les avez rencontrés. Vous les avez écoutés. Aristote croyait que se connaître soi-même est le commencement de toute sagesse. Mais la connaissance n'est pas seulement un acte mental, elle est émotionnelle, spirituelle, énergétique. C'est apprendre à s'asseoir avec les parties de soi que l'on fuyait autrefois et réaliser qu'elles ne sont pas aussi terrifiantes qu'on l'imaginait. Elles attendaient juste que vous arrêtiez de prétendre qu'elles n'étaient pas là. La douleur inexprimée isole. Elle vous fait croire que vous êtes le seul à lutter, le seul à porter quelque chose de trop lourd à nommer. Mais une fois que vous la mettez en lumière, même une lueur, vous réalisez combien d'autres portent leur propre poids inexprimé. Et soudain, votre douleur vous connecte. Elle ne vous isole plus. Et dans cette connexion, naît une nouvelle forme de force. Une force enracinée dans l'honnêteté, pas dans la performance. Il n'y a rien de faible à lutter. Il n'y a rien de brisé à avoir quelque chose à dire, mais à ne pas savoir comment. La lutte ne devient plus lourde que lorsque vous vous convainquez qu'elle doit rester cachée. Ce n'est pas le cas. Vous êtes autorisé à parler, à écrire, à ressentir, à laisser les pensées qui n'ont jamais trouvé de voix être enfin entendues. Car tant que vous ne le ferez pas, elles continueront de murmurer en arrière-plan, détournant votre attention, ternissant votre clarté. Mais une fois que vous les laissez sortir, même imparfaitement, elles commencent à perdre leur forme. Ce qui ressemblait à une tempête devient un nuage passager. Ce qui ressemblait à un mur devient une porte. Et de l'autre côté de cette porte, il y a la lumière. Pas une paix parfaite, mais de l'espace, du souffle, des possibilités, et surtout, la liberté d'avancer. Il y a une sorte de douleur qui ne crie pas. Elle persiste, silencieuse et tenace. C'est la douleur des moments qui auraient dû se terminer il y a longtemps, mais qui vivent encore dans votre esprit comme s'ils s'étaient produits hier. Vous vous surprenez à rejouer sans cesse les mêmes conversations, les mêmes erreurs, les mêmes pertes. Non pas parce qu'elles méritent une telle place, mais parce qu'une part de vous essaie encore de les réécrire. Vous vous dites que si vous y revenez une dernière fois, peut-être comprendrez-vous, peut-être ressentirez-vous les choses différemment, peut-être que la douleur s'atténuera. Mais ce n'est jamais le cas. Jamais. Car le passé ne change pas. Seule votre relation avec lui le peut. C'est une étrange habitude que nous avons de rouvrir d'anciennes blessures comme si nous pouvions y trouver une paix cachée. Mais ce que nous y trouvons, ce n'est pas la guérison, c'est l'érosion. Chaque fois que nous revivons un moment douloureux, nous le déchirons à nouveau, espérant en extraire quelque chose de neuf. En vain. L'instant a déjà eu lieu. Les mots ont déjà été prononcés. Le silence est déjà tombé. Ce qui reste n'est qu'un écho, et les échos ne peuvent vous blesser, sauf si vous les confondez avec le présent, sauf si vous commencez à vivre en réponse à un bruit qui n'existe plus. On ne peut se concentrer avec un esprit hanté de fantômes. Le cerveau, aussi incroyable soit-il, ne peut maintenir son attention que sur un nombre limité de choses à la fois. Lorsque vous êtes constamment ramené à vos regrets passés, il reste peu d'énergie pour la clarté. Vous ne pouvez être pleinement présent lorsque vous êtes émotionnellement ancré à ce qui est derrière vous. L'ironie, c'est que la plupart des choses sur lesquelles nous nous fixons ne peuvent être changées, et pourtant, elles nous consument. Elles brouillent le présent. Elles nous empêchent de voir ce qui se trouve juste devant nous. Vous n'êtes pas bloqué à cause de ce qui s'est passé. Vous êtes bloqué parce que vous ne vous êtes pas libéré de ce qui ne vous a jamais apporté la paix. Lâcher prise ne signifie pas prétendre que cela n'avait pas d'importance. Cela signifie cesser de lui donner le pouvoir de vous définir. Vous cessez de vouloir récolter un sens nouveau d'une saison déjà révolue. Vous permettez à la blessure de se refermer, non pas parce qu'elle n'était pas profonde,
mais parce que vous méritez de cesser de saigner. Et cette décision, ce choix de libération, est souvent le premier véritable pas vers la liberté mentale. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Le problème n'est pas ce qui est arrivé, mais la force avec laquelle vous continuez à vous y agripper. C'est cela qui cause la souffrance. Parfois, nous nous accrochons en pensant que cela nous protège, que si nous nous souvenons de la douleur, nous ne commettrons pas la même erreur. Mais le souvenir n'est pas une protection. La conscience l'est. Vous n'avez pas besoin de porter tout le poids du passé pour en tirer des leçons. Vous n'avez pas besoin de le revivre pour honorer ce qu'il vous a appris. Et vous n'avez certainement pas besoin de le laisser diriger votre vie depuis l'ombre. Le pardon, surtout envers soi-même, n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une option facile. C'est une discipline. Il faut de la force pour dire « J'ai fait de mon mieux avec ce que je savais à l'époque, et maintenant je choisis d'avancer. » Le pardon des autres, lui aussi, ne dépend pas de leur mérite. Certaines personnes ne comprendront jamais le mal qu'elles ont causé. Certaines ne changeront jamais. Mais si vous portez leurs actions comme un sac de pierre partout où vous allez, elles continuent de vous contrôler. Le pardon n'est pas un cadeau que vous leur faites. C'est une libération pour vous. C'est votre façon de dire à votre esprit « Tu n'as plus à porter ça. » Vous libérez l'écho pour pouvoir entendre à nouveau votre propre voix, celle qui était enfouie sous tout ce bruit. Car la clarté ne peut croître là où le ressentiment a pris racine. Certains diront que lâcher prise n'est qu'une forme d'évitement. Mais la véritable libération n'est pas le déni. C'est une confrontation sans attachement. C'est regarder le souvenir, l'honorer et décider de ne plus le laisser consumer une heure de plus de votre vie. C'est sortir de cette boucle mentale qui vous dit que si vous continuez à y penser, vous finirez par trouver quelque chose de nouveau. Vous ne trouverez rien. Ce que vous trouverez, c'est la fatigue, la paralysie, la déconnexion du présent. Et pire que tout, vous passerez à côté de la vie qui essaye de s'épanouir, parce que vous êtes trop concentré sur ce qui a déjà fané. Demandez-vous, combien de temps encore laisserez-vous la journée d'hier ruiner celle d'aujourd'hui? Combien de temps continuerez-vous d'échanger votre paix contre une douleur dont le prix a déjà été payé? Lâcher prise, ce n'est pas effacer le passé, c'est réécrire votre relation avec lui. C'est apprendre à regarder en arrière et à ressentir quelque chose de différent, non pas parce que le passé a changé, mais parce que vous avez changé. Et dans ce changement, dans cette décision intime de cesser de saigner de la même blessure, la concentration revient. L'énergie revient. La vie revient. Ce n'est pas toujours un grand moment spectaculaire. Parfois, lâcher prise est subtil. Une pensée surgit, et vous respirez au lieu de vous y engager. Un souvenir refait surface, et vous choisissez de l'observer au lieu de le revivre. Vous commencez à vous parler plus gentiment. Vous cessez de raconter la même histoire encore et encore. Et un jour, vous réalisez que ce n'est plus lourd. Ce n'est pas parti, mais ça ne vous retient plus. Alors, quand l'esprit commence à résonner d'écho, faites une pause. Reconnaissez-le. Rappelez-vous, ceci n'est pas le présent. Ceci n'est pas mon identité. Ce n'est qu'une pensée, pas une condamnation à perpétuité. Et vous avez déjà traversé le feu. Nul besoin de rester assis dans la fumée. Laissez l'écho s'estomper et écoutez ce qui est ici, maintenant. Le souffle, le calme, la chance de recommencer. Clair, concentré et libre. Il y a une voix qui vous suit, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Elle ne crie pas. Elle murmure. Elle ressemble à vos propres pensées, vos propres mots, votre propre jugement, et c'est ce qui la rend si convaincante. Elle dit des choses comme « Tu es en retard.
Tu aurais dû en faire plus. Tu n'y arriveras jamais. Elle vous dit de faire plus d'efforts, mais ne vous laisse jamais vous reposer. Elle vous pousse en avant, mais ne vous laisse jamais vous sentir à la hauteur. Et bien qu'elle porte peut-être le masque de la motivation, sous ce masque se cache la peur. La peur d'être laissé pour compte, d'être rejeté, de ne pas correspondre à une norme impossible que vous n'avez jamais consciemment acceptée. Cette voix ne vient de nulle part. Elle s'est construite au fil d'années de comparaison, de perfectionnisme et d'attentes déçues. Elle a appris son texte dans les systèmes scolaires, sur les réseaux sociaux, auprès de membres critiques de votre famille et à travers vos propres schémas de doute. Avec le temps, elle est devenue automatique, si automatique que vous avez cessé de la remettre en question. Vous vous êtes contenté d'écouter. Et plus vous écoutiez, plus elle façonnait vos choix. Vous avez cessé de prendre des risques. Vous avez commencé à vous rétrécir. Vous avez commencé à croire que, peut-être, cette voix, c'était le vrai vous. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste un scénario qui a été écrit sans votre permission et qui peut être réécrit à tout moment. Le fait est que vous ne faites pas taire cette voix en lui criant dessus. Vous ne gagnez pas en argumentant avec elle. Cela ne fait que lui donner plus de pouvoir, plus de temps d'antenne. Vous la faites taire en lui prouvant qu'elle a tort, non pas par de grandes victoires, mais par de petits actes de courage silencieux. En étant présent les jours où tout semble chaotique, en faisant un pas de plus lorsque la voix vous dit que vous allez échouer de toute façon, en choisissant de croire que le progrès est plus important que la perfection. Car la perfection est un mensonge que le critique intérieur utilise pour vous paralyser. S'il peut vous convaincre que tout ce qui n'est pas impeccable est un échec, il gagne. Mais au moment où vous choisissez le mouvement plutôt que la maîtrise, vous commencez à affamer cette voix. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la voix disparaisse pour commencer. Vous commencez alors qu'elle est présente, et ce faisant, vous érodez son autorité. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, malgré le doute, vous créez des preuves réelles et vécues que la voix ne dit pas toute la vérité. Et plus vous rassemblez de preuves, plus elle se fait discrète. Non pas parce qu'elle a disparu, mais parce que vous ne lui accordez plus toute votre attention. Votre attention se déplace. Vous commencez à écouter une nouvelle voix, celle qui est enracinée dans l'expérience et non dans la peur. Cette nouvelle voix ne sera pas parfaite non plus. Elle hésitera peut-être encore, mais elle sera différente. Elle aura le goût de la bienveillance, de la clarté. Vous aurez enfin l'impression de vous soutenir vous-même. Carl Jung a écrit un jour: « La chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même complètement. » Et c'est peut-être pour cela que le critique intérieur existe, pour nous empêcher de le faire. Car une fois que vous vous acceptez, non seulement vos qualités, mais aussi vos défauts, votre désordre, vos parties inachevées, vous devenez inébranlable. Le critique perd son emprise quand il n'y a plus rien dont on puisse avoir honte. Bien sûr, la voix essaiera toujours. Elle reviendra lorsque vous serez fatigué, lorsque vous serez à bout, lorsque vous échouerez ou n'atteindrez pas vos objectifs. Elle vous dira: « Tu vois, tu n'as jamais changé. » Mais vous saurez mieux maintenant. Vous saurez que l'échec ne vous définit pas. Il vous informe. Vous saurez qu'une mauvaise journée n'annule pas les pas que vous avez faits. Et dans cette connaissance, il y a la paix. Pas celle qui vient d'un monde parfait, mais celle qui vient de la confiance en soi, même lorsque les choses ne le sont pas. Vous ne devez aucune explication à cette voix. Vous n'avez pas à justifier votre rythme ou votre croissance à qui que ce soit, et surtout pas à la version de vous-même façonnée par la peur. Ce qui compte, c'est la façon dont vous vous présentez maintenant. Ce qui compte, c'est que vous continuiez à choisir d'essayer, d'apprendre, de vous soucier des choses, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Parce que chaque fois que vous le faites, vous prouvez quelque chose d'important.
que vous n'êtes pas la voix dans votre tête. Vous êtes celui ou celle qui choisit ce qu'il faut faire ensuite. Sénèque disait « Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. » Et c'est ce que le critique intérieur fait de mieux. Il construit des peurs imaginaires et les déguise en vérité. Mais une fois que vous voyez cela, une fois que vous réalisez à quel point votre douleur était construite sur des histoires qui n'ont jamais été réelles, vous commencez à reprendre votre pouvoir. Vous commencez à vivre, pas seulement à survivre. Vous commencez à créer, à parler, à essayer et à grandir, non pas parce que la voix a disparu, mais parce qu'elle ne définit plus ce que vous faites de votre journée. Et c'est là le but. Non pas d'effacer le critique, mais de l'affamer. Cessez de le nourrir de votre énergie, de votre temps, de votre croyance. Créez une vie où vos actions parlent plus fort que le bruit. Une vie où votre valeur n'est pas mesurée par la perfection, mais par la présence, par l'effort, par l'intention. La voix sera peut-être toujours là, comme un bruit de fond statique, mais vous n'êtes pas obligé de vous y brancher. Vous pouvez choisir le canal que vous écoutez, et ce choix, fait jour après jour, devient votre liberté. Pas d'un seul coup, mais de manière constante, silencieuse, puissante. Vous pourriez être assis dans l'endroit le plus paisible du monde, sans circulation, sans bruit, sans délai, sans exigence, et pourtant vous sentir en train de vous noyer, car la quiétude n'a jamais été une affaire de silence extérieur. C'est une affaire de silence intérieur, et celui-ci est bien plus difficile à trouver. Votre environnement peut être calme, mais si votre esprit est en surchauffe, si vos pensées se crient les unes sur les autres, si vous êtes coincé dans la boucle des « et si » et des « c'était », alors même l'endroit le plus silencieux devient bruyant. C'est le piège dans lequel la plupart des gens tombent. Ils poursuivent une paix extérieure, croyant qu'elle calmera la tempête intérieure. Mais la paix n'est pas quelque chose que l'on trouve par hasard. C'est quelque chose que l'on pratique. La quiétude, la vraie quiétude, n'est pas accidentelle. Elle est intentionnelle. Elle n'apparaît pas lorsque tout est enfin parfait. Elle apparaît lorsque vous apprenez à ne plus avoir besoin que tout soit parfait. On ne la trouve pas dans le silence. On la crée. On la crée en apprenant à s'asseoir avec soi-même. Non pas pour fuir, non pas pour se distraire, non pas pour réparer, mais simplement pour être. Et c'est là que les choses commencent à changer. Car lorsque vous cessez d'essayer d'échapper à votre esprit, vous vous donnez enfin la chance de le comprendre. Nous vivons dans un monde qui glorifie le mouvement. Nous avons été conditionnés à croire que faire plus, c'est être plus. Alors, quand nous faisons une pause, même brève, nous nous sentons coupables, improductifs, en retard. Mais si la chose la plus précieuse que vous puissiez faire était de ne rien faire du tout, non pas par paresse ou indifférence, mais dans un esprit de présence, une présence réelle et ancrée. S'asseoir immobile, respirer lentement, remarquer ses pensées sans les poursuivre. Ce n'est pas de l'évitement. C'est du courage. C'est de la conscience. C'est de la maîtrise, et cela ne vient pas facilement. Au moment où vous vous asseyez dans le calme, votre esprit essaiera de combler le vide. De vieux souvenirs, des tâches inachevées, des peurs que vous aviez enfouies il y a longtemps, tout remontera à la surface. Et c'est bien là le but. La quiétude ne consiste pas à éviter le bruit. Elle consiste à y faire face sans scier. Vous vous asseyez avec ce qui se présente et au lieu de fuir, vous écoutez. Non pas pour juger, non pas pour réagir, mais pour comprendre. C'est ce genre de quiétude qui transforme les gens, celle qui vous renforce de l'intérieur.
Sénèque a écrit un jour: « Le vrai bonheur, c'est de jouir du présent sans une dépendance anxieuse de l'avenir. » Et c'est dans le calme que nous apprenons enfin ce que cela signifie. Car lorsque vous êtes immobile, le futur perd son emprise. Vous cessez de vivre pour demain. Vous cessez de revivre hier. Et vous commencez à faire l'expérience du seul moment que vous ayez jamais vraiment eu, celui-ci. La respiration que vous prenez en ce moment, la sensation d'être en vie sans avoir besoin de faire, de réparer ou de prouver quoi que ce soit. Mais cela demande de la pratique. Il faut y revenir quotidiennement, non pas comme une tâche à accomplir, mais comme un cadeau que vous vous offrez. 5 minutes, 10, sans musique, sans scroll, sans stimulation. Juste le souffle, juste la conscience. Et dans cette petite fenêtre de temps, votre système nerveux commence à se réinitialiser. Vos pensées commencent à ralentir. Vous commencez à voir clairement ce que le stress avait rendu flou. Et avec le temps, cette clarté vous suit dans votre vie, dans vos conversations, dans vos choix. Vous devenez moins réactif, plus présent, plus centré. La quiétude devient une boussole, un rappel silencieux que vous n'êtes pas vos impulsions, que vous n'avez pas à répondre à chaque pensée, que vous n'avez pas à vous précipiter à chaque instant. Quand vous portez ce calme intérieur en vous, le chaos ne vous ébranle plus de la même manière. Vous pouvez toujours faire face à la pression, à l'incertitude, même à la perte, mais au lieu d'être déstabilisé, vous y répondez avec présence, avec patience, avec force. Car votre sentiment de paix ne dépend plus de ce qui se passe autour de vous. Il vit en vous. Carl Jung croyait que le silence est d'une grande aide à l'homme qui est en train de découvrir quelque chose dans son âme. Et c'est ce qu'est vraiment la quiétude. Un miroir, une chance de se voir sans distraction, sans bruit, sans masque. Et ce que vous y trouvez n'est pas toujours confortable, mais c'est réel. Et de cette réalité, la croissance commence. La plupart des gens ne se donnent jamais cette chance. Ils remplissent chaque espace vide avec quelque chose. Ils ont peur de l'ennui, mais ce dont ils ont vraiment peur, c'est de se rencontrer eux-mêmes. Peur des questions qui pourraient surgir, des vérités qui pourraient faire surface. Mais tant que vous ne faites pas face à ces choses, elles vous contrôlent silencieusement. Elles vivent dans vos décisions, dans vos relations, dans vos distractions. La quiétude n'est pas seulement la paix. C'est le pouvoir, car elle met en lumière tout ce qui est caché. Et quand vous vous connaissez profondément, quand vous vous êtes assis dans le calme et avez fait face à votre propre esprit, le monde extérieur semble moins menaçant. Vous devenez moins avide de bruit, moins dépendant de la stimulation, moins attiré par chaque problème, parce que vous avez déjà été au centre de la tempête et appris à respirer. Vous avez construit quelque chose de solide à l'intérieur, quelque chose que personne ne peut vous donner et que personne ne peut vous enlever. Alors, accordez-vous ce temps. Pas un jour, pas quand vous aurez tout fini, mais maintenant. Quelques instants, un coin tranquille, une profonde respiration. Laissez vos pensées monter. Laissez votre corps se détendre. Laissez votre esprit s'apaiser, non par la force, mais par la patience. Et dans cet espace, vous trouverez plus que la paix. Vous vous trouverez vous-même. Pas la version façonnée par le stress ou les attentes, mais celle qui a toujours été là, attendant d'être entendue. La quiétude n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Dans un monde qui ne s'arrête jamais, la quiétude est la façon dont vous vous souvenez de qui vous êtes. Et de ce souvenir, vous commencez à vivre non pas en réaction, mais en alignement. Non pas dans le bruit, mais dans la clarté. Non pas dans la peur, mais dans la vérité. Votre esprit n'enregistre pas seulement ce que vous vivez. Il construit votre réalité à partir de cela. Et la matière première qu'il utilise le plus souvent n'est pas la vérité, c'est l'attention.
Ce que vous regardez constamment, que ce soit la paix ou la douleur, la peur ou la gratitude, votre esprit commence à se modeler autour. Il ne juge pas ce qui est utile ou destructeur, il s'adapte simplement. C'est le pouvoir étrange de l'attention. Elle est silencieuse, elle est subtile, mais elle est l'architecte de votre monde intérieur. Et une fois que vous commencez à comprendre cela, vous réalisez que la clarté mentale ne vient pas en pensant plus fort, mais en regardant dans la bonne direction. Si vous vous concentrez constamment sur ce qui est brisé, ce qui manque, ce qui ne va pas, votre esprit deviendra un expert pour en trouver davantage. Non pas parce que c'est tout ce qui existe, mais parce que c'est ce que vous l'avez entraîné à reconnaître. Le cerveau est extrêmement réactif. Il construit des voies neuronales basées sur la répétition. La concentration devient habitude, l'habitude devient identité, et l'identité, avec le temps, devient le filtre à travers lequel vous voyez chaque expérience. C'est pourquoi certaines personnes semblent toujours perdues dans leurs problèmes. Ce n'est pas parce que leur vie est pire, c'est parce que leur attention est entraînée sur ce qui fait mal. Mais le même mécanisme fonctionne aussi en votre faveur. Déplacez légèrement votre attention vers ce qui guérit, vers ce qui fonctionne, vers les petits moments de sens silencieux, et vous commencerez à construire de nouvelles routes mentales. Vous commencerez à remarquer des choses que vous aviez autrefois négligées. Votre souffle qui ralentit, la gentillesse dans les yeux de quelqu'un, les petites victoires que vous ne comptiez jamais auparavant. Il ne s'agit pas de positivité toxique ou de prétendre que la vie est parfaite. Il s'agit de choisir ce qui mérite votre attention, car tout ne le mérite pas. Vous n'avez pas besoin de forcer la pensée positive, vous n'avez pas besoin de combattre le négatif. Il vous suffit de rediriger, lentement, doucement, délibérément. Il y a une différence. Et lorsque vous pratiquez cette redirection quotidiennement, même pour quelques minutes, vous commencez à récupérer votre énergie, car l'attention est une énergie, et là où elle va, votre vie se met à suivre. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses pour faire le prochain pas. Vous avez juste besoin du courage de commencer exactement tel que vous êtes, là où vous êtes. Car la clarté n'est pas quelque chose que l'on attend, c'est quelque chose que l'on gagne en traversant le brouillard. Que cet instant soit celui où vous cessez d'attendre pour commencer à devenir. Si ces mots ont résonné en vous, une autre vidéo vous attend ici pour aller plus loin. Merci d'avoir été là. Merci de faire partie du journal stoïcien.